ce virus est particulier. Il a reçu ce qu'on appelle des insertions, des petits bouts d'ARN venant d'un autre virus, ou même par une synthèse chimique. Donc, on commence à connaître, mais la vérité a du mal à passer, parce que les auteurs eux-mêmes ne veulent rien dire. Ils ont ordre de ne rien dire. Il vaudrait mieux admettre que ce virus a été en partie fabriqué, qu'il s'est échappé d'un laboratoire de haute sécurité. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. C'est quelque chose d'extraordinairement mauvais pour la science. Est-il vrai quand même que souvent les maladies infectieuses sont graves au début, moins ensuite? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça nous laisse un bel espoir. Ah oui, mais moi je suis pas super inquiet. Hein. Mais je le sens. On constate qu'au début d'une épidémie, quand les choses s'accélèrent, la mortalité, la transmission, la contagiosité augmente, et puis ensuite elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est décrit depuis le 19e siècle. Et là, on a ici les chiffres de Santé publique France, publiés aujourd'hui. Les courbes d'hospitalisation, les courbes de réanimation ne cessent de décroître depuis début avril. Nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps, de celle de février, de mars et d'avril. Pour moi, l'épidémie est terminée, donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je vais choquer beaucoup de gens. Je suis vraiment désolé, mais je pense aussi aux millions de personnes pour lesquelles il y a une épée de Damoclès en permanence, cette fameuse seconde vague qui n'arrive jamais. Nous sommes face à une épidémie sans malade. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Si, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors qu'est-ce qui nous gouverne, hein? Vous voyez, c'est un monde de fous. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon équipe à Garches. On a quand même en France, avec Marseille, c'est à l'hôpital de Garches, c'est là où il y a eu le moins de décès chez les patients hospitalisés. Je suis fier de ce résultat. Parce que vous leur avez donné de l'hydrochloroquine? Bien sûr, on l'a fait dans le cadre du décret, parce qu'on était un peu encadré, mais on a eu, le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. C'était spectaculaire. Même les aides-soignants, les infirmiers de mon service l'ont vu du jour au lendemain. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait. C'était presque sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Ils veulent absolument caser le remdesivir, qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route, quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité, ils ont changé les critères d'évaluation. Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Oui. Parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique? Comment on peut défendre simplement cette idée? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé?
Ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là, tellement elle est folle. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir. Pour l'instant, il n'existe pas de deuxième vague. Or, on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin et pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent. Le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Et donc ça, c'est de la science de type sciences humaines et sociales. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a leur montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains et ensuite sur les objets inanimés. J'ai dit ça, c'est vrai que c'est un coup de colère parce que cette gestion a été calamiteuse. Il n'y a jamais eu de décision. Vous dites un confinement qui confine à la bêtise. Je reprends le titre du chapitre, par exemple. C'est de tout, le confinement, les masques, les tests, les traitements. On n'a jamais pris de décision. La seule action que j'ai vue, c'était on compte les morts et on attend. Donc tous les soirs, on avait le compte des morts à la télé. On ne disait jamais ce qu'on allait faire. Oui, on est en train d'évaluer, on va tester, on aura des résultats, des traitements dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on ne gérait pas au quotidien. Tous les jours, à une époque, il y avait 500 morts par jour. Deux visions possibles. La vision optimiste et la vision pessimiste. Pessimiste, c'est qu'on va à la catastrophe, à la fin de la civilisation dans quelques générations. Et bon, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Et pourquoi et comment on irait à la fin? Mais parce que la civilisation actuelle a perdu ses valeurs, si vous voulez. Elle est dominée par l'argent, par l'économie. On n'a pas le droit de censurer les questions scientifiques parce qu'elles font naître des réflexions scientifiques qui amènent bien plus loin que l'interdiction hygiénique des gens qui disent « je sais ce qui est bon pour vous ». Voilà. C'est un autre monde. Le monde politique et le monde de la connaissance scientifique, c'est deux mondes différents. Si des connaissances nouvelles m'amènent à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Ça m'est indifférent, je sais bien que la science est fille du temps. Et bien entendu, si elle change, je changerai d'opinion avec. J'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier avant de s'appuyer sur ces experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead ou même Abvic et Abbott, qui sont concernés là-dedans. Ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré dans le monde de la santé. Et je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignants, je leur rends hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4%, contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise. Et comme par hasard, c'est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine. Comment on peut me sanctionner alors que j'ai guéri plus de gens que partout ailleurs en France? J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Il y en a qui l'ont oublié, je pense, là-dedans. C'est le malade avant tout, plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'assume totalement.
Je trouve que cette anxiété est un peu montée par les gens qui nous gouvernent, malheureusement. Par ceux qui nous gouvernent. Oui. Non, pourquoi les médias, oui, peut-être un peu, mais honnêtement, les gens vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce que fait le gouvernement. Mais pourquoi Je sais pas. Pensez-vous cela? Peut-être. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a peut-être des problèmes de politique autres. Et ça leur permet de cacher d'autres réalités, de ne pas parler d'autres réalités. Ça, j'en parle pas parce que c'est pas dans mon domaine. Oui. À plusieurs reprises, des personnes ont voulu m'intimider pour me dire non, vous ne devez pas parler. Et qu'on vienne me dire que j'apporte de la confusion, alors qu'il y a eu pendant 6 mois une confusion totale, des atermoiements dans tous les sens, tout le monde s'est trompé. C'est insupportable d'entendre ça. Je me demande pourquoi, il faudra répondre à cette question, pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça, parce que je n'ai rien à gagner. Et ce que je vois est incohérent avec tout ce qui est mis en place. C'est tout. Et qui plus est, le Conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'il l'annonce publiquement sur les radios publiques. L'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Et alors, le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste calée maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Honnêtement. Hein. Donc, si vous avez zéro bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui soient raisonnables. Et j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles. Donc, ce que je fais ce que je dois. Et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi.